Fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM, bonjour. C'est Innocent Sasgaou qui a le grand plaisir de vous savoir en forme et sûrement très nombreux à être branchés sur la 93.5. Au nom de toute l'équipe de Canal FM, je vous souhaite une bonne journée et une bonne semaine de travail, de même que de bonnes conditions d'écoute à nos différentes émissions sur Canal FM, la 93.5. Et justement, dès à présent et pendant 45 bonnes minutes, nous aurons en effet en ligne depuis Genève Rodrigue Pogli, qui est le secrétaire général d'une organisation qui se veut altermondialiste. Entendez par là la Jeunesse unie pour le développement de l'Afrique Juda. Avec Rodrigue Pogli, nous nous entretiendrons sur la grave crise boursière et économique qui secoue les grandes puissances du monde depuis déjà un bon moment. Quelles sont les manifestations de cette crise? Quelles en sont les causes? Et bien évidemment, quelles sont les répercussions que cela aurait sur l'économie des pays du reste du monde et sur notamment la situation économique du Togo, notre pays. Avec Rodrigue Pogli, nous verrons également les approches de solutions que le Juda et les altermondialistes entrevoient. Rodrigue Pogli, bonjour. Bonjour Sasgaou, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. J'avoue que Rodrigue, oui. D'abord je voulais vous signifier que c'est un plaisir pour nous de vous retrouver depuis Genève où vous vous trouvez, même si c'est au téléphone. Exactement, je suis en Suisse, oui, et puis un rectificatif, je suis le secrétaire général de la Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique. Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique. Hein? Voilà. Alors, dites-nous, Rodrigue, comment est-ce que vous vivez ce début d'hiver à Lausanne, en Suisse, précisément où vous vous trouvez actuellement? Ah, non, depuis hier, il neige et puis il fait extrêmement froid. Pour le reste, nous allons bien. Je vous rappelle que je vous reçois seul ici en direct depuis ce studio, mais nous allons ouvrir la possibilité aux auditrices et auditeurs de participer à cette émission en interactivité avec vous. D'accord. Il n'y a pas de problème à votre niveau? Non, il n'y a pas du tout de problème. Je crois que c'est un droit pour tous les citoyens togolais de poser des questions sur tout ce qui concerne aujourd'hui la crise financière mondiale et tout ce qui concerne notre pays. Donc, je crois que tous les Togolais ont ce droit et c'est pas plaisir que je discuterai avec les auditeurs de Canal FM. Alors, amis auditrices et auditeurs, vous venez d'écouter, Rodrigue Pogli est tout à fait disposé à ce que vous lui posiez directement les questions. Le principe, vous le savez déjà, vous entrez dans le menu message de votre téléphone portable, vous tapez le mot FAN, F-A-N, vous laissez un espace et vous écrivez votre message. Ça peut être une contribution, un commentaire ou bien de préférence une question et vous envoyez le tout au numéro 5004. Je rappelle, vous entrez dans le menu message de votre téléphone, vous tapez le mot FAN, F-A-N, vous laissez un espace et puis vous écrivez votre message. Ça peut être un commentaire, une question, une suggestion et vous envoyez le tout au numéro 5004. J'ai ici devant moi un écran d'ordinateur sur lequel votre message va s'afficher instantanément et si cela est possible, je répercuterai la question à l'endroit de Rodrigue Pogli. Alors, prêt, nous partons? Oui, ça peut y aller. Alors, disons que on parle depuis quelque temps d'une grave crise boursière et financière qui est née aux États-Unis d'Amérique et qui s'étend dangereusement au reste des grandes puissances économiques de la planète. Alors, est-ce que cette crise-là est également sensible chez vous là-bas en Suisse? Mais bien sûr que oui. C'est une crise qui, bien évidemment, a commencé aux États-Unis par ce qu'on appelle les subprimes. La crise des subprimes qui s'étend dangereusement, comme vous l'avez dit, à toutes les économies du monde capitaliste. Probablement, cette crise va atteindre aussi les pays africains et les pays pauvres du monde entier. Donc, oui, exactement, en Suisse aussi, on ressent la crise dans la mesure où il y a des banques qui sont sous perfusion, c'est-à-dire qui bénéficient actuellement de l'aide publique de l'État. Il y a des licenciements dans les entreprises.
actuellement, les prix des denrées augmentent exponentiellement, alors que la classe moyenne s'appauvrit dangereusement. Donc, la crise, elle est là, tout le monde la voit de façon extrêmement visible. Il y a une autre forme de crise qui se développe ici, c'est la crise d'angoisse, parce que personne n'est sûr de garder son emploi, de garder son pouvoir d'achat tel qu'il est aujourd'hui. Donc, la crise, elle est là. Alors, dites-nous, est-ce que la crise est déjà sensible sur le niveau de vie du citoyen moyen là-bas en Suisse? Mais bien sûr, parce que quand vous voyez actuellement le niveau de vie du citoyen suisse moyen, ce niveau est très bas. Donc, les gens sont obligés d'attendre le moment de solde pour pouvoir faire massivement des achats. Il y a des gens qui sont actuellement à bout de souffle, qui ne peuvent plus payer leur loyer et qui sont mis à la porte, donc qui sont au logement d'urgence, ce qu'on appelle les logements sociaux. Il y a aussi des magasins caritatifs, c'est-à-dire les associations qui ouvrent des magasins pour permettre aux familles les plus démunies de pouvoir se procurer des biens. Et donc, dans ces magasins-là, de plus en plus de gens qui dirigent vers ces magasins pour faire des achats. Donc, la crise est très sensible. Alors, vous disiez à l'instant que des gens qui n'arrivent plus à honorer les traites de leur logement seraient renvoyés de chez eux. Alors, en ce temps d'hiver, est-ce que des mesures sont quand même prévues pour que celui qui perd son logement puisse quand même être hébergé dans un endroit décent? Bon, oui, on peut le dire, mais ce qui se passe, si je prends l'exemple de la Suisse, c'est que l'État a ce qu'on appelle un pacte immobilier social. Et donc, on loge des gens qui sont véritablement en difficulté dans ces logements qui ne sont pas très décents, mais bon, c'est juste des logements d'urgence, quoi. Ça vous permet de vous protéger du froid et de la pluie. Et donc, bon, vous avez le minimum là-dedans, et puis bon, voilà, donc c'est ça. Donc l'État, du moins, ça a prévu tout ça là, pour que les gens ne puissent pas se retrouver à la rue complètement. Mais en ce qui concerne la crise, comme je l'ai dit au début, c'est que la crise est née aux États-Unis à partir de ce qu'on appelle les subprimes. C'est un nouveau type de crédit qui a été développé par les banques là-bas pour permettre aux familles pauvres de pouvoir bénéficier des prêts pour acheter des maisons. C'est-à-dire que les banques vous prêtent de l'argent en ne tenant plus compte de votre capacité de remboursement, mais en hypothéquant la maison. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à payer le crédit qui vous est accordé, la banque va mettre la main sur la maison et la vendre pour se rembourser. Des millions de pauvres gens se sont présentés et donc les banques les ont manipulés, puis leur ont prêté beaucoup d'argent. Les gens ont acheté leur maison et dans un premier temps, le contrat s'établit sur 30 ans. Le remboursement doit s'effectuer sur 30 ans. Donc 2 ans de remboursement à faible taux, à un taux relativement bas qui est fixe à 7%. Les 28 prochaines années, le taux est variable avec une augmentation très sensible. Donc, les gens se sont endettés, ils ont acheté leur maison et puis ils ont commencé par payer les intérêts. Et puis, patatras, en 2006, c'est l'effondrement des cours immobiliers. Alors, Rodrigue, je présume que les banques sont quand même assez prévoyantes et c'est sur la base de calculs solidement faits qu'ils ont consenti de tels prêts à leurs clients. Qu'est-ce qui a fait donc que tout cela est déréglé depuis l'année 2006? Alors, le problème, c'est qu'en réalité, ça est d'une véritable escroquerie de la classe pauvre et de la classe moyenne. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne vous prête de l'argent que si vous êtes en mesure de payer, de rembourser le prêt. Or, ici, dans le cas des subprimes, les banques ont prêté à des pauvres, des gens qui ne peuvent pas payer, en prenant comme garantie la maison qui doit être achetée. En 2006, la loi du marché a fait que il y a eu une chute des valeurs immobilières et puis la situation exacte des salariés a connu aussi des difficultés, c'est-à-dire que les salaires sont stagnés, voire sont à la baisse, les gens perdent du travail, il y a eu une dépréciation des prix des appartements et de l'immobilier, et puis les gens se retrouvant progressivement au chômage, ils n'ont pas pu honorer leur engagement. Donc,
les banques étaient obligées de les renvoyer chez eux. Actuellement, il y a environ 2 millions de personnes aux États-Unis qui se retrouvent dans la rue et qui sont logés comme des réfugiés en Afrique, qui sont logés sur des stades dans des tentes actuellement et qui sont là. Ils pleurent tous les jours parce que les banques les ont escroqués et puis leur ont présenté un produit qui s'est révélé plus dangereux qu'ils ne le croyaient au départ. Alors, dites-nous, si les banques ont pensé prendre les maisons comme garantie, c'est-à-dire que quand le client ne pourra plus payer ses traites, la banque prend la maison qu'elle vend. Alors maintenant qu'il y a crise même de l'immobilier et que les banques elles-mêmes trouvent difficilement des preneurs pour ces logements-là, pourquoi ne pas laisser les maisons aux clients quitte à commencer à rentrer dans leurs droits quand la situation va s'améliorer? Ah non, vous savez, c'est ça le capitalisme néolibéral, c'est la loi de la jungle. C'est que les plus faibles sont dominés ou mangés par les plus forts. Alors, lorsque les prix de l'immobilier se sont dépréciés sur le marché, les banques ont dans un premier temps récupéré les maisons, mais n'arrivent pas à les vendre. Alors, les banques ont titrisé, ils ont émis des titres, des papiers sur lesquels ils ont écrit des sommes que doivent les emprunteurs. Alors, les banques ont pris ces titres, ils ont vendus sur le marché international, aux autres banques. Par exemple, quelqu'un achète, je prends un exemple dans le CFA pour faciliter la compréhension à nos auditeurs. Quelqu'un prête 100 000 francs d'une banque, il doit rembourser 120 000. Alors, comme il n'arrive pas à payer, on lui saisit la maison qui vaut 120 000 francs. Alors, les banques américaines ont vendu les titres, les papiers là, sur le marché international à 110 000 francs. Aux autres banques. Donc, les banques qui achètent les titres doivent avoir les 120 000. Donc, ils ont un peu la garantie que les 120 000 seront payés, quoi. Donc, ils gagnent 10 000. Donc, les banques qui ont acheté les titres gagnent 10 000 en réalité. Or, vu la difficulté du marché immobilier, les titres ne valaient rien. Donc, les banques qui aussi ont acheté ces titres-là se sont retrouvées aussi en difficulté. Donc, ce qui fait que la crise s'étend d'une manière exponentielle. Alors, dites-moi, alors justement, Rodrigue. Résumons-nous, pour la crise actuelle, la cause immédiate, c'est ce système de subprime qui a permis aux banques d'endetter les familles pauvres, de les ruiner, et les causes lointaines qui viennent du système capitaliste lui-même, fondé sur un néolibéralisme qui est la loi de la jungle. Le marché, les entreprises font ce qu'elles veulent. Et ce qu'ils veulent, sans que l'État intervienne. Ensuite, il y a, dans les causes lointaines, il y a l'appauvrissement, comme je l'ai dit, des travailleurs. Les grands patrons se sont enrichis. Vous entendez souvent les Warren Buffett, les présidents du Google, Microsoft, tout ça là, les grands patrons qui s'enrichissent, alors que la classe ouvrière s'appauvrit. Aussi, les pays occidentaux sont lourdement endettés. C'est-à-dire que les pays comme les États-Unis d'Amérique vivent sur un crédit actuellement qui s'élève à 10 000 milliards de dollars. Alors, à ce niveau-là, ils sont endettés vis-à-vis de qui? Notamment les États-Unis d'Amérique. Vous savez que la dette est toujours à double niveau. Il y a la dette intérieure et la dette extérieure. Donc, sur le plan intérieur, les États-Unis se sont endettés vis-à-vis des entreprises et des banques privées pour faire la guerre en Irak et partout. Et en Afghanistan notamment. Et ensuite, ils se sont endettés vis-à-vis des pays comme la Chine, l'Inde et autres. Donc, voilà la situation exacte que vivent les États-Unis d'Amérique actuellement. Bien, alors je rappelle que... Ça va contaminer l'ensemble de la planète. Je rappelle que nous sommes en direct avec Rodrigue Pogli. Rodrigue Pogli qui est le secrétaire général du mouvement La Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique, JUDA. Alors j'annonçais que les amis auditeurs et auditrices peuvent être en interactivité avec nous. Malheureusement, le technicien me signale que notre connexion Internet ne marche pas, ce qui fait que nous n'arrivons pas à recevoir vos messages sur notre écran d'ordinateur. Alors, si vous le pouvez, vous pouvez envoyer directement vos questions et commentaires sur mon téléphone portable. Je suis au 920 46 56.
Donc 920 46 56, si vous le souhaitez, vous pouvez adresser directement à ce numéro-là vos commentaires, vos questions, que je me ferai le plaisir de répercuter à notre ami Rodrigue Pogli. Alors Rodrigue, vous avez dit que la crise est née de la chute de l'immobilier. Alors comment est-ce que cela s'est étendu aux autres domaines, notamment le secteur automobile, et qu'on annonce que les grandes entreprises automobiles des États-Unis, dont notamment Chrysler et General Motors, sont également en crise? Oui, mais c'est que les banques, une fois en difficulté et en faillite, ne peuvent plus prêter à l'économie réelle, c'est-à-dire aux entreprises telles que General Motors et autres. Donc, ces entreprises-là se retrouvent en grande difficulté financière et donc sont obligées de licencier un certain nombre d'employés et salariés. Et ils font actuellement, ces entreprises demandent de l'aide de l'État américain pour pouvoir les financer. Donc, une fois que les banques se sont écroulées, c'est que c'est l'économie réelle qui est atteinte. Donc, voilà, c'est simple. Malheureusement, c'est que il y a des entreprises qui font beaucoup de profits, mais qui profitent actuellement de la crise pour licencier elles aussi des salariés. Comme je l'ai dit au départ, nous sommes dans un monde où le néolibéralisme sauvage, le capitalisme sauvage sans règles, finit par bouffer les plus faibles de la société. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, en réalité, il s'agit d'une crise plus profonde que financière. Parce qu'il s'agit de la faillite d'un système ou même d'une civilisation, où c'est l'individualisme, la propriété privée, la libre concurrence et le maximum de profit. C'est tout l'ensemble là qui est en train de s'écouler actuellement. Face à cette situation, ce sont des entreprises qui sont en train de couler, de licencier leurs employés. Vous avez parlé de General Motors, qui n'arrive pas à vendre les véhicules, les voitures qu'ils ont produites depuis des années. Actuellement, vous savez qu'avec la crise pétrolière qui a eu lieu il y a quelques mois, les Américains n'ont plus eu les moyens de pouvoir se procurer les grosses caisses. Comme vous savez, les Américains aiment les grosses voitures. Donc, les véhicules à grande consommation de carburant. Exactement. Donc, les Hammers, les 4x4 et tout ça là, ils sont en train de poireauter dans les usines. Voilà, la crise fait que les gens n'ont plus les moyens d'acheter ne serait-ce que ces produits-là. Donc, General Motors se retrouve en grande difficulté et que finalement, cette crise-là, c'est-à-dire l'assèchement des crédits au niveau des banques, n'a fait qu'exacerber cette crise qui est déjà connue dans la production automobile. Bien, alors, nous parlions tantôt des répercussions aux États-Unis. Est-ce que l'ampleur de ces répercussions est la même chez vous en Europe là-bas que là-bas aux États-Unis actuellement? Bon, c'est vrai que ce n'est pas aussi visible que ça, mais comme je l'ai dit, aujourd'hui avec la mondialisation, le capitalisme globalisé, qui se matérialise par l'interconnexion des banques, fait que les banques en Europe aussi se retrouvent en difficulté. Donc, ce qui a été étonnant, c'est la rapidité avec laquelle les banques et les institutions financières sont en train de tomber. La Grande-Bretagne, qui est un pays qui adore le néolibéralisme, le capitalisme sauvage, mais c'est pas la Grande-Bretagne que la crise a été ressentie véritablement en Europe. Donc, tout de suite, lorsque les banques ont commencé par couler en Grande-Bretagne, les Anglais, qui sont les adeptes du libre marché, qui disent que l'État ne doit pas du tout intervenir dans l'économie, mais c'est eux qui sont les premiers à intervenir et à nationaliser un certain nombre de banques et à rentrer dans le capital d'un certain nombre d'institutions financières. Donc, Rodrigue, on va marquer une pause parce qu'il y a un auditeur qui vient de nous envoyer une question. Peut-être qu'il va un peu vite en besogne, mais je vous la renvoie la question. Il veut savoir s'il est vrai que nous devons nous attendre déjà à une autre dévaluation du franc CFA, comme conséquence éventuellement de la crise. Bon, c'est vrai qu'on en parle. Les Français sont en train de parler de ça, mais on verra parce que actuellement, vous savez que le franc CFA est arrimé à l'euro depuis 2000. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque l'Europe ou l'euro est en crise, c'est sûr qu'il y aura des répercussions sur le franc CFA. Maintenant, quant à savoir s'il y aura une dévaluation, je crois que le sujet a été abordé.
ça a été mal reçu par le public africain. Mais on verra ce qui va se passer dans les prochains mois et les prochaines semaines. Donc à ce niveau-là, ce n'est pas encore fait et rien ne laisse entendre que ce sera fait. De toute façon, je crois qu'il faut s'attendre à tout parce que le franc CFA a d'énormes difficultés. Vous savez que, comme je l'ai dit au départ, ce franc CFA était garanti par la Banque de France et arrimé au franc français. Et maintenant, lorsque la France est passée à l'euro, le franc CFA est arrimé à l'euro, ce qui crée un certain nombre de difficultés à l'Afrique. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans le temps, la France prenait 100% des avoirs extérieurs des États africains qu'elle maintenait dans ce qu'on appelle les comptes d'opération en France. Ce n'est qu'en 1973 que cela a été revu à 65%. Et maintenant, depuis septembre 2005, ces avoirs extérieurs qui sont stockés dans la Banque de France sont revus à la baisse et puis stagnent actuellement autour de 50%. Donc, nous avons en Afrique beaucoup d'argent qui se trouve dans les banques françaises, qui servent à la France, qui servent au développement de la France, qui servent à la croissance de la France. Et c'est pratiquement ce même argent que la France utilise pour endetter l'Afrique. C'est-à-dire que la France prend nos propres avoirs pour nous endetter et nous payons encore les intérêts à la France par l'endettement via notre propre argent. Donc, les politiques africains, des pions, bon, ils savent ce qui se passe, mais bon, ils se taisent. À ce niveau-là, nous sommes dans les méandres de la haute finance politique internationale. C'est difficile à comprendre pour les esprits non avertis. Alors, revenons à la crise. Je rappelle que nos amis auditeurs et auditrices peuvent toujours réagir en direct avec nous. Et comme nous n'avons pas de connexion, je vous suggère de passer directement par mon téléphone portable. Vous envoyez vos messages au numéro 920 46 56 pour poser vos questions à Rodrigue. Alors Rodrigue, face à cette crise, les grandes puissances ont commencé à élaborer des plans. Les États-Unis, par exemple, ont mis sur pied un plan de près de 700 milliards de dollars. Les grandes puissances de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne en ont fait de même, pas nécessairement dans le même montant. Mais est-ce que vous, au Juda, vous pensez que ces plans-là sont à même de réguler la crise, justement? Non. Je crois que les experts les plus avertis disent clairement que ce système-là ne peut pas fonctionner. Parce que la crise est beaucoup plus profonde que ça. C'est l'ensemble de l'architecture économique et financière occidentale qui est en train de s'écrouler. C'est-à-dire que le monde est fondé sur le libre marché, où ce sont les entreprises qui décident, les financiers qui décident. Et on peut venir en aide aux banques et aux entreprises qui sont en difficulté, mais si on ne change pas fondamentalement les règles de l'économie mondiale, ça ne sert à rien. C'est comme apporter du sang à quelqu'un qui est anémié par principe. Donc il faut soigner d'abord l'anémie et lui apporter maintenant du sang neuf. Donc tant que les règles du marché, les règles économiques ne seront pas modifiées, c'est vain qu'on apporte de l'argent frais aux entreprises et aux banques. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que quand on dit que l'État américain apporte 700 milliards de dollars, c'est quoi? C'est quel argent? Ça vient d'où? Alors dites-nous justement, ça viendra d'où? Cette montagne de dollars viendra d'où? Voilà, c'est ça que le déficit budgétaire. Et puis ça pèse. C'est l'argent du contribuable. Or, la même qui nous disait hier que le marché va s'auto-réguler, que l'État n'a aucun rôle à jouer sur le plan économique, et la main invisible est capable de réguler le marché sans l'intervention de l'État. Mais c'est les mêmes qui aujourd'hui sont en train de financer, sont en train de sortir l'argent du public, l'argent des contribuables pour financer, pour maintenir un système qui a appauvri les contribuables justement. Donc on prend l'argent des contribuables pour enrichir les riches qui ont appauvri les pauvres. Alors, un peu la logique. Alors vous disiez que vous au Juda, vous ne croyez pas au système, enfin, vous ne croyez pas que la solution se trouve dans ces différents plans élaborés ici et là, alors que le président américain répétait encore, je crois au Pérou la dernière fois, qu'il continuait à faire confiance au système libéral. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Mais vous savez que au lendemain de la chute du mur de Berlin, c'est Francis Fukuyama qui s'est écrié que c'est la fin de l'histoire, c'est-à-dire que c'est le début de la démocratie et du capitalisme planétaire. Donc les Américains croient en ça. Mais ce qui va se passer en réalité, c'est que cette crise ne sera pas, cette crise elle est extrêmement profonde.
Et il y a des pays qui rentrent en récession actuellement. L'Islande est en faillite, est en récession. D'autres pays en Europe aussi sont en récession, sont à terre. Donc, il faut changer les règles. Et je crois qu'il y a des gens qui ont compris qu'il faut changer les règles. Alors justement, il faut changer les règles. Vous, au Juda et le mouvement altermondialiste, vous préconisez quoi comme solution devant la situation là? En tout cas, du point de vue européen, moi je pense quand même qu'il faut revoir complètement le système pour que l'État puisse fixer les règles du jeu économique et que le capitalisme tel qu'il se pratique actuellement soit jugulé. Et comment, Rodrigue, à ce niveau, c'est là que le problème se pose, puisque aux États-Unis, c'est la droite, disons les républicains qui sont au pouvoir, même si en janvier, Barack Obama du Parti démocrate viendra. Mais en France, Nicolas Sarkozy, il est de la droite. En Allemagne, Angela Merkel est de la droite. En Italie, Silvio Berlusconi est de la droite. Alors, si les dirigeants de ces pays-là sont de la droite, comment est-ce que vos solutions peuvent passer? Ah non, mais moi je ne crois pas que ce sont nos solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se rend à l'évidence que l'État n'est pas le problème, mais une partie de la solution. Donc, bon, la droite actuellement, vous savez qu'on qualifie Sarkozy de Che Guevara français. C'est-à-dire que, voilà, quelqu'un qui proclamait il y a un an à peine le marché, le libéralisme, etc., qui est en train de dire non, il faut que l'État intervienne, il faut qu'il y ait des règles, il faut faire en sorte que le profit au maximum soit revu à la baisse et que l'homme soit au centre de l'économie et non que l'homme soit un objet d'enrichissement aux riches. Donc je crois que aujourd'hui, telle que la situation est, on est obligé de passer par là. Donc le G20 qui s'est réuni, ils ont constaté aussi effectivement qu'il faut plus de surveillance, il faut qu'il y ait des règles pour réguler le marché. Donc, je crois que tôt ou tard, on sera obligé de passer par là. Alors, je veux souligner une chose. Alors, rapidement, parce qu'il y a une question d'un auditeur qui est arrivée. Aujourd'hui, l'opinion en Europe et en Occident est en train de s'organiser. Les gens sont en train de se rendre compte que les riches font de l'argent sur leur dos et qu'ils s'approuvent davantage. Donc, c'est un danger qui menace le système. Donc, on peut assister à une forme d'insurrection généralisée qui va balayer l'ensemble des systèmes néolibéraux qui sont actuellement au pouvoir en Occident. Donc, je crois que les pouvoirs sont en train de tenir compte de ça. Ils sont en train de tenir compte de ce message. Oui. Vous voyez en France toutes les grèves qui s'organisent de gauche à droite, même en Suisse, qui est réputé être un pays très calme. Ces derniers temps, l'opinion est en train de s'organiser. Les gens sont en train de manifester tous les jours. Donc voilà, je crois qu'ils vont tenir compte de ça. Alors Rodrigue, il nous reste 6 minutes, il faut aller rapidement. Alors une question d'un auditeur, est-ce que c'est la guerre que les États-Unis mènent en Irak et en Afghanistan qui est la seule cause de la chute des banques américaines? Non, le système est tel que les travailleurs sont de plus en plus appauvris, c'est-à-dire que le marché fait la loi, donc l'État ne protège plus les employés, les salariés s'appauvrissent davantage. Mais ce qu'il faut observer, c'est que la dette américaine était à 5 milliards de dollars en 2000 à l'arrivée de George Bush. 5 400 milliards de dollars comme dette. Voilà. Actuellement, cette dette est de 10 000 milliards de dollars. Des chiffres qui font tourner la tête, hein. Alors, une autre question rapidement, une autre question. Alors, un auditeur veut savoir pourquoi les banques suisses n'utilisent-elles pas les fonds déposés par les chefs d'État africains chez eux pour prévenir la crise en Afrique? Mais ils vont. Mais écoutez, non, mais c'est sérieux. Les Occidentaux se fichent complètement de l'Afrique. Pour le dire, même si ça peut choquer nos auditeurs, il faut leur dire la vérité. Les Blancs ne s'occupent pas de l'Afrique, il faut ôter ça de notre pensée. Les gens même, ils n'arrivent pas à s'occuper de leurs propres problèmes. Comment est-ce qu'ils vont prendre l'argent qu'ils ont chez eux pour sortir l'Afrique de la crise? Donc, nous n'avons même pas encore parlé des implications de la situation actuelle sur l'économie africaine. Mais quand cela ne tienne, actuellement, les États-Unis dépensent 715 milliards de dollars en défense. Depuis son début jusqu'à présent, la guerre en Irak a coûté 3 000 milliards de dollars. 3 000 milliards de dollars. Selon les estimations de Joseph Stiglitz. Donc, vous voyez que dans cette situation-là,
c'est clair que les gens s'appauvrissent. Et puis bon, voilà. Alors, Rodrigue, une autre question qui nous vient d'un étudiant en finance et banque. Il cherche à savoir quel est le lien qu'on peut établir entre la crise actuelle et celle de 1929. Et puis, il veut savoir à quelle date exactement la crise actuelle a commencé. Comme je l'ai dit, la crise actuelle a commencé pratiquement en 2006, c'est-à-dire, je crois, en mars 2006, avec la chute des prix de l'immobilier. Ça s'est aggravé tout récemment, ça s'est aggravé en mars 2008, avec la chute de Bernstein et d'autres banques américaines et tout et tout. Le lien entre cette crise et celle de 1929, c'est que c'est le même système, quoi. C'est-à-dire que c'est l'effondrement des banques, l'augmentation des prix des choses, des denrées et tout, la consommation qui a complètement chuté parce que le pouvoir d'achat des ménages a complètement baissé. Mais cette crise, elle a une particularité, c'est qu'elle est plus profonde et elle est plus grave. Donc il n'est pas exclu que les États-Unis passent encore par une guerre, par d'autres guerres plutôt, pour pouvoir redresser leur économie. Mais alors, comme Barack Obama... Oui, rapidement. Oui, mais comme Barack Obama est élu, lui dit qu'il veut d'abord rapatrier les troupes d'Irak et puis augmenter les échanges avec les autres pays du monde et renforcer les normes environnementales pour créer de l'emploi et modifier l'ALENA, c'est-à-dire que l'accord qui lie les États-Unis aux pays environnants pour le faire profiter aux travailleurs américains. Oui, alors, Rodrigue, une dernière question. Un État veut savoir où est-ce que les États là trouvent l'argent pour financer leur plan, vu que ce n'était pas prévu dans les budgets. Il y a une chose, c'est que souvent ces fonds-là ne sont pas des liquidités en quelque sorte, c'est que c'est des formes de garantie, quoi. C'est-à-dire que les États garantissent quand même que, bon voilà, nous pouvons, nous garantissons les banques à hauteur de 700 milliards de dollars, par exemple, aux États-Unis. En Europe, tous les pays européens regroupés se sont engagés à dépenser 1700 milliards d'euros. 1700 milliards d'euros. En fait, ce n'est pas l'argent disponible, mais c'est des engagements étatiques. Mais d'une manière ou d'une autre, si on détaille tous ces chiffres, on verra quand même que l'État a mis la main à la caisse pour pouvoir financer ces banques. Et comme je l'ai dit au début, ce sont dans les impôts, c'est-à-dire que ce sont c'est l'argent du contribuable, c'est les finances publiques qui financent ces banques privées aujourd'hui qui sont en faillite. Alors qu'en réalité, on a besoin, comme la FAO le dit clairement, on a besoin de 30 milliards de dollars pour éradiquer définitivement la faim dans le monde. Bon, les États refusent, ils ne sont pas volontaires pour participer à cet effort, mais tout de suite, ils trouvent 700 milliards de dollars aux États-Unis, 360 milliards d'euros en France et 1700 milliards d'euros pour toute l'Europe pour financer un système. Rodrigue Poglet, nous sommes très loin d'avoir fait le tour de la question. Je présume que nous aurons d'autres opportunités que vous reveniez avec nous sur le sujet. Mais le temps s'approche de la fin de cette émission. Alors, pour 2 minutes, je ne peux m'empêcher de vous interroger sur votre vision du Togo depuis là où vous vous trouvez. Comment est-ce que vous voyez le Togo sur le plan sociopolitique depuis 2005? Bon, nos positions n'ont pas varié. Nous sommes en face d'une situation extrêmement compliquée. Un président extrêmement illégitime qui a versé du sang. On n'a pas voulu traiter la question de l'impunité. Au contraire, c'est la danse du tango. Les partis d'opposition sont en train de danser avec ce pouvoir actuellement, alors que les Togolais sont en train de fuir énormément. Donc nous disons simplement que rien n'a changé, même si des gens sont en train de vendre cette idée comme quoi les choses ont évolué, nous constatons que rien n'a évolué. Mais à ce niveau-là, Rodrigue, à ce niveau, beaucoup de personnes reconnaissent quand même que le climat sociopolitique aujourd'hui est largement apaisé et le chef de l'État, Faure Gnassingbé, revient tout juste d'une visite en France où il a été reçu quand même par Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Ce n'est pas... Non, mais vous savez que écoutez, tous les dictateurs africains sont souvent reçus à l'Élysée. C'est un peu leur sanctuaire. On le sait. Ce qui a été dit à l'Élysée, ce qui a été fait à l'Élysée, ce n'est pas pour les beaux yeux des Togolais. C'était pour aller rassurer la France et avoir son option pour la présidentielle de 2010. Rien de plus. Donc, rassurez-vous, force sera reconduite en 2010, à moins que les Togolais se mobilisent
effectivement, pour dire non à ça. Oui, Rodrigue, une dernière question. Certes, la situation économique est difficile, mais sur le plan politique, il y a quand même beaucoup de dégel. La preuve, oui. Jean Degli est actuellement au Togo, et Louakou Sao du MO5 est revenu il n'y a pas longtemps. Les partis politiques peuvent circuler librement. La presse, nous sommes quand même en fait, dans une paix assez... bon, je ne sais pas comment il faut la qualifier. La preuve, c'est l'émission que nous faisons en direct avec vous. Est-ce que quand même, sur ce plan-là, sur l'apaisement politique, le plan des libertés, est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine évolution? Écoutez, mon cher Sass, mais vous savez que Akité Agboubli vient d'être assassiné. Et comme des voleurs, on est en train d'avancer plusieurs versions. C'est-à-dire, on a accepté aujourd'hui que le monsieur est mort par noyade. Après, on dit non, il est mort par intoxication médicamenteuse. Après, on dit non, on revient sur cette version pour dire qu'il est mort par noyade. Donc, c'est un peu comme un voleur qui a de la peine à reconnaître son crime, quoi. Donc, nous, les Africains, nous ne nous rendons pas compte exactement de tout le malheur que nous faisons à nous-mêmes. Merci, Rodrigue Bogli. Malheureusement, les impératifs nous imposent de nous arrêter là. J'avoue que nous sommes très loin d'avoir fini le sujet, mais je présume que nous aurons l'opportunité que vous reveniez en direct avec nous, n'est-ce pas, Rodrigue? Ben exactement, mais il faut dire une dernière chose quand même avant que vous parliez des retours. En 10 secondes. Les gens reviennent, mais est-ce que pour autant le problème togolais est résolu? Djibril Solencio était là, il était au pays quand en 2007 les législatives ont été fraudées. Donc nous disons oui, les gens peuvent retourner, mais il faut retourner avec un plan d'action totalement, avec une plateforme concertée. Merci, Rodrigue Bogli. Merci. En tout cas, les auditeurs et auditrices de Canal FM ont été très contents de votre émission chez nous à Canal FM. À l'ami, je dis au revoir et à très bientôt. Alors, auditrices et auditeurs de Canal FM, c'était en direct Rodrigue Bogli, qui est le secrétaire général de la JUDA, Jeunesse Unie pour la démocratie en Afrique. Avec lui, nous avons parlé de la crise boursière et financière dans le monde, et en 2-3 minutes, nous sommes revenus sur la situation du Togo et vous avez écouté les commentaires de Rodrigue Bogli. Merci d'avoir été des nôtres, d'avoir co-animé cette émission pratiquement avec nous par vos questions et commentaires. J'ai pas pu répercuter toutes les questions à notre invité. Je présume que nous aurons d'autres occasions de le faire. Donc, comment ne pas remercier Venceslas Bogakou Doyo qui a permis que cette émission parte de ce studio et arrive jusqu'à vous. Donc Boga, merci beaucoup et à très bientôt. Quant à moi, je suis Innocent Sass Gaou. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 19h si Dieu le permet. Bye bye, bon appétit à ceux qui s'apprêtent à passer à table et bonne condition d'écoute.